20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk, bonsoir et bienvenue dans Storytelling, votre rendez-vous du mercredi soir et notre storyteller de ce mercredi 19 juin 2019. C'est faux. Je ne vous laisserai jamais dire ça, vous m'entendez? En tout cas, il est humoriste, voilà. Il est producteur et acteur, il s'appelle Verino. Bonsoir Verino. Chanteur et chauffeur poids lourd également. Bon, on en parlera plus tard dans l'interview. Vous vous êtes frayé un long chemin depuis votre premier spectacle en 2009. On va revenir sur votre carrière jusqu'ici dans cette émission et on va surtout revenir sur le plus grand projet de votre carrière, comme vous aimez l'appeler. Vous avez inventé une nouvelle façon de consommer les spectacles d'humour. On revient là-dessus dans quelques instants avec vous, Verino. Au programme également ce soir, dans une minute, votre portrait dressé par Camille Garcet qui est déjà avec nous. Bonsoir Camille. Bonsoir. Et on sait, j'ai pas été assez sympa avec le début. on sait aussi que vous aimez beaucoup le rock britannique. Ça tombe bien, Manon Blangy c'est là pour tout vous dire sur Take Me Out de Franz Ferdinand, un titre qu'on diffuse tous les jours sur Fréquence ESJ. On revient aussi à l'an 451 aujourd'hui avec le fou de la rédaction Hugo Franceschi. Il évoquera la défaite de Attila le 1 en Gaule avec pour la première fois les Romains qui acceptaient de s'allier à des barbares pour défaire les 3-0 d'ailleurs, le score final, c'était, on le rappelle. Et puisque vous venez nous parler de votre nouvelle plateforme vidéo Verino, on se replonge ce soir dans l'histoire des vidéoclubs et de la vidéo à la demande avec Bastien Cochet. Et ce soir on reçoit également un invité un peu spécial. Il s'appelle Diego le Déglingo et il a besoin d'un coup de main de votre part. C'est son vrai nom, je précise. C'est son vrai nom, bien sûr. Vous verrez ça tout à l'heure. Réagissez et posez vos questions à Verino sur nos réseaux sociaux, au hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook Fréquence ESJ. Storytelling saison 4 épisode 35 avec Verino, c'est en direct jusqu'à 21h et ça commence tout de suite. C'est faux. Je précise que tout ça est vrai quand même. Avant tout, donc Verino, comme je vous le disais, votre portrait dressé par Camille Garcet, vous allez voir, c'est un peu particulier. Je vous laisse écouter et on en discute juste après, ça vous va? Avec plaisir. Allons-y, Camille Garcet. V-E-I-R-I-N-O, Verino. Autant italien que le resto Pizza Pino. Vous êtes né à Nancy, Olivier Balestri Euro. Vous avez l'air gentil, pas celui d'un hystéro. Car sur scène, vous êtes plutôt en mode à la cool. Vous faites les cours Florent, seulement vous sentez la douille. Vous partez en solitaire, écrire votre one show. Au théâtre sur la scène, vous êtes beaucoup trop chaud. 200 représentations plus tard, vous êtes fin prêt. Les festivals, le public, on attend que le succès. Verino se fait connaître et même repérer. En bref, disons que vous passez à la télé, on demande qu'à en rire. Et vous savez quoi, moi aussi, votre nom est connu de partout en quelques acrobaties. Les tournées s'enchaînent, les salles sont bien pleines, mais c'est le côté novateur qui fait que les foules se déchaînent. Des spectacles tournés en façon podcast. Au niveau du taf, vous êtes plutôt broadcast. YouTube devient votre nouveau terrain de conquête. Vous lancez votre série, dis donc internet. Épisode 166, c'était le plus dur à dire, mais vous l'avez fait. Et ce n'est pas ça le pire, car les projets prennent forme. Vous ouvrez votre plateforme, appelez VOD, Verido est hors norme. Yeah. Bravo Camille Garcet. Je vais être un blaireau, je vais faire comme les gens qui me disent mais comment tu fais pour apprendre ton texte? Parce que c'est vraiment ça. Bravo. Merci, c'est gentil. Merci. C'est toi qui as écrit tout du coup? Oui, tout à fait. J'ai un ghostwriter et c'est mon père, mais sinon il y a que moi. Ça vous a plu Verino? C'est top. Bah oui, c'est génial. Comment tu veux que... Ouais, non, c'est très très fort. Bravo. C'est déjà dur de faire des trucs sans que ça rime. Alors quand tu fais en plus rimer le dos. Puis ma vie elle a l'air cool. Dites par toi, est-ce que tu peux raconter ma vie aux gens de manière générale? Écoutez, cool, je suis dispo de 19h à 20h tous les soirs. Je passe, je fais un petit moment et hop, je me barre, il n'y a pas de bravo. Merci en tout cas. Merci Camille Garcet. Fréquence ESJ. Alors Verino, je précise que tu m'as dit qu'on pouvait se tutoyer à l'antenne quand même avant l'émission. Non, pas du tout. Mais qui a dit ça? Mais enfin, je demande le plus grand respect s'il vous plaît. Vous savez qui je suis? C'est un scandale. Voilà. J'ai jamais été reçu comme ça. Avec tout le respect qu'il vous doit quand même. Je précise qu'on peut se tutoyer quand même. Mais oui, tutoyons-nous avec plaisir. Avant de parler donc de ta plateforme, ouais, va falloir que je prenne le pays. Avant de parler de ta plateforme, on va juste écouter des gens, des Parisiens qui ont été interviewés par Lison Dello et qui disent en fait ce qu'ils pensent de vous. On écoute ça tout de suite. Normalement, je suis pas fan des humoristes, je les trouve pas drôles, mais vraiment, il me fait rire. Je trouve ça cool ces vidéos sur YouTube qui reviennent sur l'actualité, c'est assez original. Bah moi je trouve ça cool, ce qu'il fait. Après l'actualité justement avec un petit peu d'humour comme ça, moi j'aime bien. On accroche mieux. Voilà, donc moi je trouve ça très cool. Puis les sketchs sont assez courts, en tout cas sur YouTube. Du coup ça me plaît, c'est facile à regarder. Je veux pas être méchante mais franchement j'aime pas trop. Bah écoute, j'ai vu quelques sketchs de lui et franchement j'ai trouvé assez décapant, très humoristique. C'est un humoriste quoi.
Il est drôle. Voilà, c'est un humoriste quoi. Ah bah c'est un humoriste, bah oui, elle a tout résumé, effectivement, mon travail c'est de faire rire. C'est cool, mais vous avez pas eu des gens qui ont fait qui ça? Parce qu'en théorie quand même. on va pas vous mentir, enfin on va pas te mentir. Ouais. Effectivement, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mais évidemment, j'ai la carrière la plus cool du monde. C'est-à-dire, je remplis des salles sans être connu, c'est merveilleux. Oui. Et donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de qui je suis, ou des gens qui connaissent très peu mon travail. Donc c'est chouette déjà qu'il y ait des gens qui aient pu l'identifier, ce taf-là. C'est surprenant. Que ma carrière en soit là, c'est-à-dire au niveau de notoriété, que les gens te connaissent comme ça en fait, ça a l'air de surprendre en fait. Non, alors non. Ce qui est effectivement, moi j'ai plus tendance à entendre des gens qui voient pas qui je suis. C'est-à-dire que les gens sont déchaînés quand ils me connaissent en disant mais putain, c'est Verino quoi. Ouais. Et comme tu parlerais de Gad Elmaleh et que les gens en face, non vraiment je ne connais pas. Et donc t'as soit très très connu par la personne, soit pas du tout connu par la personne. Et je suis pas entre les deux. Il y a pas de demi-mesure. Tu sais, un Benabar pendant une période, tu disais Benabar, on disait je sais pas, mais si le mec qui chantait ça, tu vois. Moi tu peux pas. Vraiment, c'est impossible de me caractériser sans. Soit tu sais qui je suis, soit tu me connais absolument pas. Merci Verino. Fréquence ESJ. Bon, alors Verino, t'es là aujourd'hui donc pour nous parler de. C'est faux. Ah là là. En fait, ça va être faux toute l'émission, c'est ça. T'es là aujourd'hui, c'est faux. Vraiment, c'est le mec négationniste jusqu'au bout des doigts, quoi. Bon, donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler de Verino on Demand. Je sais pas si on le dit comme ça. Ouais, c'est comme ça que je l'ai écrit. Alors, du coup, c'est parfait si tu le dis comme ça. On le dit pas avec l'accent anglais, Verino on Demand. Je sais pas. Écoute, vraiment, je veux pas prendre ce risque-là. Okay. Bon, Verino on Demand, une plateforme donc, que t'as inventée. Qu'est-ce que c'est concrètement? J'en ai aucune idée, moi c'est un faux nom, c'est un truc où on prend les numéros de carte bleue des gens et en fait il y a rien derrière. J'ai monté cette plateforme. En gros l'idée c'était de réussir, j'ai eu plusieurs idées sur ce truc là, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Allons-y. Première idée artistique d'abord, les gens qui voient les vidéos que je fais sur YouTube voient cette espèce de mélange qu'il y a entre le stand-up et internet où on se retrouve à diffuser de la vidéo tout en étant en live sur scène. Donc ça c'est vraiment la première chose qui m'amusait. Et j'ai voulu rajouter un ingrédient à ça, la fiction dedans. Et chaque épisode sur mon site internet se termine par effectivement ce mode dos au public avec de la fiction dedans. Voilà. Qui est complètement du stand-up dans lequel on s'immerge complètement. Oui, alors, pour bien expliquer, pour bien comprendre, c'est donc un spectacle normal avec Absolument. Alors ça c'est important à préciser parce qu'il y a la moitié des gens, je pense même interrogés, qui pensent que je joue tout le temps de dos. Oui. Il y a des gens qui se disent que ma carrière c'est monter sur scène et jouer de dos avec des gens. Il y en a d'autres qui pensent que c'est un fond vert. C'est génial. C'est vraiment non. Déjà je le précise à la base, les vidéos que je fais sur YouTube c'est vraiment 5 minutes à la fin de mon spectacle chaque semaine. Et puis effectivement donc le spectacle entier se fait face aux gens parce que c'est comme ça que c'est le mieux. C'est comme ça qu'on le fait quoi. Bah, voilà. Et l'idée à la fin a émergé comme ça. Voilà, donc c'est un spectacle normal comme on le disait. Les 5 dernières minutes on va dire, donc voilà, avec la caméra, donc tu es dos au public. Il y a un écran et des mini-séquences qui sont filmées et jouées, qui sont diffusées donc sur l'écran, et tu parles dessus donc pour remettre en scène un moment de l'histoire. C'est ça, c'est l'imagination. Ce que d'habitude on va faire dans une salle de spectacle, c'est-à-dire on va te laisser toi-même faire le travail. À mon sens, on pouvait l'améliorer pour l'écran parce que c'est très compliqué d'avoir la concentration totale du spectateur. Et c'est vrai que réussir à amener le spectateur directement dans l'idée que je voulais montrer, bah c'était le seul moyen. Et c'est même d'ailleurs de cette idée-là qu'est née l'idée du face caméra. On va en parler justement ça après, mais juste d'abord concrètement pourquoi avoir voulu créer ce format qui est inédit en fait? L'idée c'est de réussir, moi mon objectif depuis le tout début de ma carrière, j'y arrive plus ou moins bien, mais c'est de faire rentrer une sensation dans la tête du spectateur. Je pense que le rire vient uniquement de là, du décalage, de faire en sorte que ton cerveau il aille quelque part où il a pas l'habitude d'aller. Donc ça c'est vraiment mon objectif à moi, travailler sur la sensation et faire clocher le truc comme moi ça cloche dans ma tête. C'est-à-dire j'ai vu le truc, je me dis c'est bizarre et il faut que je montre au spectateur comment ça l'est. Sur scène c'est quelque chose que j'arrive plutôt à faire, j'ai un peu d'expérience là-dedans et j'adore et j'ai l'habitude, j'ai mes mécaniques, je sais. Maintenant la vidéo, je trouve que ça se travaille différemment. J'ai l'impression, moi quand je regarde des spectacles des potes, que je peux en être absolument fan quand je suis dans la salle et regarder le spectacle en me disant tiens c'est marrant, lui il est plus fort sur scène que en vidéo. Mais ça arrive tout simplement qu'on se dise en vidéo quand on regarde des vidéos sur YouTube, géniaux sur drôle, scène et ça marche pas. Voilà, ça marche pas en vidéo où le spectacle est imbuvable. Et il faut s'adapter à ça. Tu peux pas. Aujourd'hui la consommation du stand-up elle est tellement vaste. Avant on regardait un spectacle humoristique, il y avait le spectacle dans la salle, ensuite tu filmais le spectacle, tu le mettais à la télé. Ça c'est quand on faisait des personnages. C'était très simple à regarder, y compris en télé. C'est comme ça que même les mecs se faisaient connaître, parce qu'ils étaient forts en télé. Aujourd'hui le stand-up c'est une autre discipline. Pour moi
il faut faire en sorte que ce soit plus accessible aux spectateurs, parce que le stand-up en soi c'est un mec qui parle à des gens, donc filmer un mec qui parle à des gens c'est moins intéressant que filmer quelqu'un qui existe. L'idée c'est d'être bon dans les deux formats. L'idée c'est d'utiliser la meilleure forme possible pour faire passer l'idée, et c'est pour ça que quand tu regardes mon spectacle tu peux même au-delà du format voir mes manières de traiter l'humour. Je peux être très absurde, je peux être très noir, je peux être très mainstream, j'ai 1000 manières de traiter mes vannes. Tu peux pas me mettre dans une case précise. Non, effectivement. Et parce que en fait, pour moi, la technique, et j'espère qu'un jour, enfin en tout cas, je cours vers ça, réussir à maîtriser toutes les techniques humoristiques pour trouver la meilleure possible pour t'amener le rire. Est-ce que c'est une façon de mieux raconter aussi une histoire? Encore une fois, je la mettre en scène. Je pense que ça me correspond à moi. Déjà, il y a un aspect technique que moi j'adore, je suis un peu geek, donc je vais pas me cacher, c'est pas que non plus le truc, c'est aussi le kiff d'inventer quelque chose. Il y a imaginer un truc et puis derrière les gens se disent ah le bâtard. Moi c'est vraiment j'adore ça quoi, que les potes stand-uppers, la limite même cette plateforme je l'ai pas créée que pour faire diffuser mes spectacles, c'est aussi pour dire aux copains regardez j'invente des trucs quoi. Je suis assez fan du stand-up français aujourd'hui et j'aime bien y trouver une place et puis qu'ils aient aussi cette forme d'admiration que j'ai pour eux quoi. Parce que finalement en faisant ça tu renouvelles un peu le stand-up, on peut le dire. Ouais, alors après c'est un vaste mot et je peux pas regarder et faire exactement, c'est tout à fait ça que je fais. Ça reste inédit, c'est vrai que c'est pour l'instant du jamais vu en tout cas. Mais je pense que chaque stand-upper renouvelle le stand-up puisqu'il le fait à sa manière, et c'est à mon avis ça, c'est ma philosophie du stand-up, c'est que chaque stand-upper doit créer sa propre manière de faire ce métier. Mais est-ce qu'il s'est pas un peu trop banalisé aujourd'hui le stand-up, et est-ce que justement c'est pas une bouffée d'air frais je crois qu'on va faire une comparaison avec le journalisme. À mon avis c'est deux métiers très très propres et très proches. Pardon. Oui, mais propre c'est pas faux pour le coup, parce que le stand-up a cette même dynamique que le journalisme, c'est-à-dire qu'il commence à être ce sont l'un un art et l'autre une information, mais un média d'information. En tout cas c'est des médias qui aujourd'hui doivent trouver une place, c'est des médias contestataires. Le stand-up est là pour dire voilà ce qui va mal, le journalisme est là pour dire la même chose. Seulement aujourd'hui l'ensemble de la réussite d'un journaliste ou d'un je vais dire stand-upper, mais je vais aller plus loin aussi, même d'un artiste, est soumis à une règle horrible, c'est la règle du capitalisme. Donc c'est à dire qu'on doit être rentable, vous devez être rentable alors que vous êtes journaliste. Il faut gagner de l'argent. Et comment tu fais pour être impartial en devant être rentable? C'est hyper compliqué. Et je crois que ça passe par l'indépendance, et à mon sens c'est ça le stand-up, c'est réussir, enfin en tout cas ma manière de visualiser le stand-up, de le voir à long terme, c'est de petit à petit créer mon indépendance, qui fait que je pourrais rester contestataire. L'une des explications que tu donnes à ce nouveau format, c'est la longueur des vidéos. Tu en parlais un peu tout à l'heure. Déjà, c'est un nouveau mode de consommation en fait. C'est ça. Je crois qu'on est tous, et votre génération encore plus, parce que vous êtes encore plus jeune que moi. Encore plus jeune que moi, comme si j'étais jeune. Faut que je m'y fasse, j'ai 36 ans, putain, ça va. Mais je crois que la génération qui suit, la mienne en démarrage, mais aujourd'hui vraiment, t'as 24-25 ans, tu consommes pas 1h30, tu peux plus, c'est plus possible. Le monde va vite, tout le monde est stagiaire, il faut avoir 15 staffs en même temps. D'ici que t'as envie de voir tes potes et que t'aies des enfants parce qu'un jour une capote a pété, enfin vraiment, la vie est dure. Ou parce que t'as envie d'enfants, tiens, parce que moi j'ai des enfants parce que j'en ai envie. Mais je me rends compte que mon expérience de mec qui regarde des vidéos, finalement il y a des moments je coupe parce que je peux pas, parce que mon fils est en train de pleurer, parce que les formats longs sont plus adaptés pour moi. Peut-être que certaines personnes est encore mais j'ai l'impression que sur Paris en tout cas, vu le rythme effréné dans lequel on est, moi je consomme plus facilement des séries de 20 minutes, et je me dis pourquoi ne pas adapter mon travail à ce rythme là, puisque c'est comme ça que je peux le faire entendre le mieux. Sur 1h30, le mec va s'arrêter un moment pour aller pisser, il va s'arrêter au mauvais moment parce qu'il a pas ma mécanique, il connaît pas mon truc, donc il va rater ma vanne et il va revenir, il va falloir qu'il se remette dans le spectacle. Non, je fais 25 minutes. Pendant 25 minutes tu peux t'arrêter de pisser, tu peux ne pas donner le biberon, enfin sauf mais tu peux t'arranger pour que le biberon il y a une question qui se pose quand même, c'est est-ce que t'as pas peur que finalement les gens maintenant... moi j'ai peur de rien. D'accord, déjà. Peur de rien. Ok. La virilité. Non, je dirais plutôt la peur tue l'esprit, c'est un truc que j'ai lu dans Dune et qui pour moi est vrai. Dès que t'as peur en fait tu t'empêches de faire des trucs. Donc quand je dis j'ai peur de rien, c'est que je refuse d'être l'esclave de la peur. Mais c'est intéressant, continue. Mais ma question allait sur est-ce que t'as pas peur maintenant finalement que les... J'ai peur de rien. T'as pas peur que les gens finalement ne consomment ton spectacle que
via internet. Est-ce que c'est un peut-être, hein. Peut-être, mais je pense que déjà c'est le premier truc que les gens m'ont dit quand j'ai commencé à faire des trucs sur YouTube. On était gratuit toutes les semaines. Quel intérêt? Bah quel intérêt? J'en sais rien en fait. Moi j'ai envie d'être créatif. Donc au pire des cas, les gens ils consommeront que du gratuit ou de la vidéo sur internet. Écoute, j'ai l'espoir qu'en fait le stand-up est autre chose que de la consommation humoristique. Je pense que c'est aussi un désir de se rencontrer. C'est du collectif. J'ai l'impression, je sais pas comment vous le sentez vous, mais moi et même j'irai plus loin, c'est que j'ai l'impression que cette société-là qui nous sépare, qui nous isole les uns des autres, a créé le mouvement des Gilets jaunes qui est avant même, enfin au-delà d'être juste un mode de contestation, c'est également un désir de reconnexion à l'humain. Et j'ai vraiment, pour moi le capitalisme c'est ça, c'est une déconnexion, un individualisme extrême. J'ai la bêtise de penser que les spectacles resteront, quoi qu'il arrive, quelque chose d'important, parce que quand il y a goûté, tu te retrouves ce que c'est que d'être dans une salle, de réaliser à quel point la force du collectif est présente dans le rire. C'est-à-dire tu ris pas de la même manière quand il y a des gens autour de toi. Donc c'est pas juste de la consommation de rire, c'est aussi le vivre dans des bonnes conditions. C'est pour moi la même différence que quand tu vois le porno et que tu te dis est-ce que le porno va pousser les gens à arrêter de faire l'amour? Bah ceux qui se branlent beaucoup, évidemment, ils auront moins de désir, mais en attendant, quand t'as fait les deux, tu vois bien qu'il y en a un qui est quand même vraiment plus cool. Donc bah c'est ça, le stand-up c'est faire l'amour avec des gens. D'accord. Qu'est-ce que je te dis? C'est vraiment une très belle conclusion. On retiendra cette métaphore. Merci Verino. Fréquence ESJ. On revient dans quelques instants pour toujours évoquer cette nouvelle plateforme. Donc Verino, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, bah oui. 20h15 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Verino, on sait que tu aimes beaucoup le rock britannique, on l'a déjà dit tout à l'heure. Manon Blangis sera là pour évoquer Take Me Out de Franz Ferdinand dans quelques instants. Et tu as aussi utilisé Are You Gonna Be My Girl des Jets dans l'un de tes spectacles. Et bah justement, nous on diffuse cette chanson tous les jours sur Fréquence ESJ. Are You Gonna Be My Girl des Jets, c'est tout de suite sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h19 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours avec Verino, humoriste, producteur, acteur aussi. On va en parler un petit peu de ça tout à l'heure. Un tout petit peu du coup. Bah, juste un petit peu, oui. Ce soir, Verino, on a choisi une chanson tout spécialement pour toi. Manon Blangis revient sur un titre que tu peux entendre sur Fréquence ESJ. C'est Take Me Out des Franz Ferdinand. Bonsoir Manon Blangis. Bonsoir Lucas Pierre. Bonsoir Manon, comment allez-vous? Mais très bien et vous? Bah écoutez, super. J'ai cru comprendre dans une interview que vous aimiez bien Franz Ferdinand. Un début d'érection. Ouais, ah d'accord, carrément. Bon, c'était en 2011, j'espérais que justement que vos goûts n'avaient pas changé, mais c'est bon. Et donc Take Me Out, c'était en 2003, une belle époque 2003. Moi j'étais en maternelle, c'était génial. C'est vrai. Et ouais. T'étais vraiment maternelle. Bah vous Verino, voilà, vous deviez être un peu plus âgé. Mais ça fait pas de mal aussi de raviver cette époque-là. Là, c'est bien mes souvenirs. Ouais. Et Take Me Out, c'est vraiment le début en plus du groupe Franz Ferdinand, leur premier hit et surtout leur premier album. Ouais, les paroles de Take Me Out peuvent avoir un double sens de lecture d'ailleurs. À première vue, si on se penche un peu sur les paroles, donc si tu te sens seul, tu sais que je suis là à t'attendre, je suis simplement un dragueur, c'est plus l'histoire d'un mec qui veut séduire une femme. Mais en fait, et oui, et là, attention, il se parle peut... du sida. C'est ça. Non, en fait, il se peut que leur chanson fasse aussi référence à un célèbre assassinat. Alors, je vous pose la question à tous les deux, Lucas, Verino, une idée, quel assassinat? Je suis très très calé en assassinat. Ouais, et du coup Alors c'est pas Dupont-Ligonnès. Non. Parce que c'était après. C'est plus vieux, plus au hasard, vieux. je dirais celui de la Première Guerre mondiale. Ah oui, bien vu, exactement. Ah bah oui, Ferdinand, bah oui, évidemment. L'assassinat de François Ferdinand d'Autriche, le fameux à Sarajevo. Mais donc oui, celui qui a quand même déclenché la Première Guerre mondiale. Mais t'as lu la chronique avant? Non, même pas. Il a le papier quand même. Humoriste, producteur, acteur, mais pas historien quoi. Teubé, mon Dieu. François Ferdinand, à ton avis? Bon, du coup, l'archiduc, l'héritier même de l'Empire austro-hongrois, était en voyage d'affaires à Sarajevo avec sa femme et ils se font donc tirer dessus par un terroriste serbe. Donc il y avait déjà eu une petite bombe le matin, bon c'était un peu raté. Tranquille. Mais là ils se font tirer dessus et la femme de François Ferdinand meurt avant et devant lui. Et les paroles de Take Me Out pourraient donc être interprétées comme François Ferdinand qui réalise qu'il est à un coup de feu d'elle, comme on le dit dans la chanson, et il supplie le terroriste de le tuer parce qu'il ne peut pas vivre sans elle. Écoutez. Dans cette histoire, pourquoi cet assassinat? Je pense que ça paraît un peu évident. Pourquoi on parle de ça dans cette chanson? Ah, pourquoi cet assassinat? Bah écoutez, je pense qu'il y avait un vrai problème géopolitique. Et donc à mon avis. Non, alors ma question c'était plus pourquoi François Ferdinand? Parce que François Ferdinand
Ça donne Franz Ferdinand en allemand. Ouais, ça j'avais. Ah, bien, voilà. Ça, j'étais Tout historien simplement. Et en fait, le nom du groupe vient bel et bien de cet archiduc. Donc, je suis un peu dépitée, en fait, je dois l'avouer. Quand on forme un groupe, la décision importante, quand même, c'est le nom du groupe. Et moi, j'imaginais ça comme quelque chose de sérieux. Tout le monde mélange les idées, il y a de la créativité. Non. Franz Ferdinand, ils ont tout gâché, juste. Mais alors, attends, est-ce que la chanson arrive avant le nom du groupe le nom du groupe arrive avant. Okay. Mais en fait, ils regardaient une course de chevaux à la télé et un des chevaux s'appelait l'archiduc Ferdinand. Et donc là, ils se sont mis à discuter de cet assassinat. Et alors, je sais pas qui dans le groupe, mais je vais le retrouver. Hein. Je vais le retrouver, je vais le taper. Mais ils se sont dit, c'est une bonne idée, c'est un bon nom de groupe, ça c'est pas mal, les gars. Je trouve ça il y a trop une bonne classe sonorité. Non, mais c'est vrai. Et évidemment, il y a une grande histoire à être derrière quand même. Oui, bon, pour en revenir à Take Me Out, en tout cas, tout a été enregistré. Je vais articuler, c'est mieux, en live. Voilà, tu sais, franchement. Pas besoin. Hein. Non, je crois que les gens s'en foutent qu'on articule. Ouais, vraiment, je me suis rendu compte de ça. Nous, on veut faire bien, mais en vrai, je crois que les gens s'en foutent de manière générale. Arrêtez d'articuler. C'est vraiment le conseil que je donnerais à tous les jeunes. Merci. À tous les gens de radio. Donc, du coup, le producteur du groupe, Thor Johnson, a expliqué que même l'intro, très reconnaissable, de Take Me Out avait été enregistrée en live. Donc, celle-ci. En fait, globalement, Franz Ferdinand n'aimait pas créer la musique avec des logiciels d'édition, de mixage. Et la seule chose que le producteur a fait, c'est mettre en fait les instruments tous ensemble, comme si c'était un grand concert. Donc tout a été enregistré en même temps pour avoir un côté très brut et pour être précis, comme lui, pour que ça sonne comme si on était dans un grand atelier. Voilà, l'image est précise, mais je sais pas trop à quoi ça correspond en vrai. Un grand atelier, je dirais que c'est une grande pièce. Ah oui, merci pour le parfait. Merci vraiment aidé. Fréquence ESJ. Verino, on aborde maintenant non pas un objet, mais un lieu, un concept à part entière qui tend à disparaître et qui a inspiré le titre de votre spectacle, d'ailleurs de ton spectacle. Ouais, apparemment. avant Netflix ou autre plateforme donc de vidéos à la demande, il existait les vidéoclubs. Bonsoir Bastien Cochet. Oui. Bonsoir Lucas. Bonsoir Verino. Bonsoir, comment ça Verino, mais ça va. Mais comment on se retrouve Verino? Tu te souviens de moi? Non, pas du tout. Non, c'est pas grave, ça me rappelle mon ex ou alors mon père biologique, pardon. Mais en fait, c'est pas grave, on s'est parlé il y a 2 jours @Verinaz sur Twitter. Ouais. À 2h du matin, j'avais absolument aucune idée de quel objet j'allais traiter pour ma chronique. Du coup, j'ai envoyé un petit tweet. Et à 8h30 du matin, tel un bon père de famille, tu m'as répondu. Alors déjà, être réveillé par une notif à 8h30 du matin, c'est pas hyper cool. Mais en plus, être réveillé par une réponse de @Verinaz qui cite en fait un article du site du service public sur, attention, le sujet de l'article, l'interdiction des cotons-tiges en plastique à partir de 2020. C'est drôle, c'est toi les cotons-tiges, donc oui, ça y est, je me souviens de toi. Ah, du coup, là, je me suis dit, le mec est vraiment drôle. À partir de là, j'ai su qu'on allait vraiment bien se marrer le soir en parlant de cotons-tiges. Du coup, n'ayant pas de réponse, je me suis attaqué à la petite histoire de la consommation d'œuvres cinématographiques, puisque, en fait, tu lances Verino on Demand, ou VOD, un fameux calembour, rappelant l'univers cinématographique. Tout le concept, même d'ailleurs de Vidéoclub, n'aurait jamais pu voir le jour sans l'invention d'un objet primordial, la cassette vidéo. Eh oui, Vidéoclub. Mais on sait pas trop comment mettre dedans. C'est grâce à la VHS, inventée par l'entreprise japonaise bien connue. VHS, JVC, que tout a commencé. J'ai répété VHS, c'est tout ce que j'étais capable de faire. C'est pas grave, il y a 3 lettres, c'est pareil. Et en fait, c'était déjà il y a belle lurette, en 1976 qu'elle a commencé à être commercialisée. Ça fait 4 ans que j'étais avec ma meuf. J'allais le dire, rendez-vous compte, 1976, Verino n'était même pas encore né. C'est vous dire l'ancienneté du truc, quand même. Putain, quelle indignité. Ouais, j'avoue. J'avais moins 6 ans. C'est pas super cool. Mais du coup, de là, les vendeurs de cassettes vont se rendre compte que la clientèle préfère les louer le temps de la visionner, histoire de payer moins cher. Ah, les rats, les salauds de pauvres, ils veulent accéder à la culture plus facilement, ils ont vraiment aucune honte, les gueux. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Eh bah oui, c'est vrai, il faut pas changer l'ordre des choses. Du coup, aux États-Unis, en 1979, il y avait seulement 700 vidéoclubs, et en 1989, 10 ans plus tard, il y en avait plus de 30 000, soit une multiplication par combien, Verino? Alors, 700 pour arriver à 30 000, attends, je vais la voir. Non, j'avais oublié, vous êtes humoriste, c'est vrai. Pardon. C'est pas grave. Ça fait 42,86. Vous l'aviez presque. Non, mais j'ai confondu parce qu'il y a un célèbre prix Nobel de mathématiques qui s'appelait Carl Friedrich Verino,
C'est vrai? Non. Eh ben, tu m'as tellement tendu un piège dans lequel je suis tombé comme une merde. Il faut vérifier les infos. Hein. C'est donc l'âge d'or des vidéoclubs, mais le déclin va commencer dans les années 2000, peu de temps après l'invention du Digital Versatile Disc. Arrêtez de vous le raconter, Lucas. Hein. Tout le monde dit DVD aujourd'hui, je sais pas pourquoi vous dites ça. Mais effectivement, en 1995, plusieurs firmes comme Philips, Toshiba ou encore Panasonic. Panasonic, donc vont s'associer pour créer ce standard commun. Les DVD remplacent donc les fameuses VHS de papa et maman JVC sur les étagères des vidéoclubs. On y est presque, on va y arriver. Mais foncièrement, en fait, rien ne change. Hein. Le fonctionnement reste le même. Ce qui va sonner le début de la fin pour les vidéoclubs, c'est l'idée de certains industriels de proposer la livraison et le retour par coursier des films loués. Voilà. Comme ça, même plus besoin de sortir de chez soi et d'avoir des interactions sociales. On est vraiment des merdes. Bah ouais, en fait, on se fait livrer le film comme si on se faisait livrer une pizza. Exactement. Et est-ce que vous avez une petite idée qui était le précurseur en la matière, Verino? Alors moi, j'ai dit Netflix. Est-ce que c'est le cas? Yeah. T'as lu la chronique en fait Non, ouais. je m'étais renseigné sur Netflix parce qu'effectivement l'histoire elle est passionnante. Ouais. Les gars ils viennent pas de n'importe où quoi. C'est dingue. Ouais. Des États-Unis. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est le développement d'internet et des services de vidéo à la demande, que ce soit en ligne ou grâce aux chaînes câblées qui vont finir d'enterrer les derniers vidéoclubs. Elle est dure à dire celle-là. Hein. Ouais. Et au-delà des moyens de location légaux, hein, c'est le développement du streaming et du téléchargement illégal qui n'ont rien changé, hein, rien arrangé à l'histoire. Voler une voiture, jamais. Voler une maison, encore moins. Ce comportement me dégoûte. Alors, j'ose espérer que personne dans cette pièce n'a jamais téléchargé illégalement une œuvre autour de cette table, quand même. Non. Alors là, vraiment. Non, je déconne. Hein. De toute façon, quand on voit à quel point Adobe est efficace, ça pousse pas trop à arrêter, hein, malheureusement pour les artistes. Hein. Mais non, alors moi non justement. Non, alors pour le coup. Ça m'arrange parce que j'avais peur de passer les crédits du tout. Non, mais je trouve c'est terrible en fait. Si les gens, si ma génération a téléchargé légalement, c'est aussi parce que c'était impossible d'avoir légalement les trucs. C'était très très compliqué d'obtenir. Aujourd'hui, c'est effectivement plus compliqué. Télécharger légalement mon boulot, c'est clairement empêcher la suite du taf. Mais parce que c'est disponible. Du coup, on peut pirater Verino on Demand. Je préférerais pas. Hein. Bon, dommage. Mais qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, non, je préférerais pas. En vrai, le vrai truc dont j'ai peur, je vous le dis sincèrement, c'est que c'est extrêmement lourd tout ce que j'ai fait, puisque réussir à se sortir de tous ces grands monstres, ces plateformes et tout ça, monter son truc tout seul, ça un coût énormissime. L'idée que j'ai, moi, c'est en montant cette plateforme là, c'est une indépendance réelle et donc un désir de pouvoir m'exprimer totalement. Si jamais ça n'est pas possible parce que les gens jouent pas le jeu, je peux pas lutter contre. C'est vrai. Voilà. Merci Bastien Cochet, merci Verino. Merci. Fréquence ESJ. Verino, on revient un peu sur ton non, pas de musique derrière. Alors attends, parce que du coup c'était quoi cette histoire de coton-tige? C'est que toi t'es vraiment fan de coton-tige. Moi je suis fan de coton-tige, mais en fait la chronique avait déjà été faite. Ah du coup, mais du coup ça m'a pas du tout arrangé que je te réponde pas, voilà, en fait, parce que c'est juste ça, que tu me balances un article en disant ouais ça va être interdit en 2020. Super. Merci. Ouais, c'est vrai, mais c'est vachement bien que ce soit interdit d'ailleurs. Bah oui, pour le plastique. Oui, voilà, pour le plastique, c'est quand même mieux. Donc voilà, je voulais te demander comment c'est venu l'idée de Verino on Demand. Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier qui t'a fait tilter, qui a créé le déclic? C'est une somme de choses. En vrai, c'est que j'avais envie de ce truc particulier avec les spectateurs derrière et la vidéo. Ça a un certain coût puisqu'on filme dans des conditions de cinéma, donc ça coûte vraiment cher. Il y avait ça, il y avait ensuite le nouveau format. J'avais envie de pouvoir imposer un format. J'avais pas envie qu'un mec me dise ouais ok cette fois-ci on essaye et que l'année d'après on me dise alors finalement on va pas faire ça. Je n'ai pas envie. Je pense qu'il faut donner cette chance à ce format et à cette forme artistique. Et à mon sens, le seul moyen de lui donner une chance, c'est de laisser le public décider. Pas un gros industriel qui décide que oui ou non. Donc c'est vraiment comme ça qu'est née l'idée. Et ensuite Verino on Demand, le nom, c'est juste mon webmaster qui m'appelle un jour. Vraiment, j'ai le petit dans les bras, il a 4 mois et j'ai mon grand qui est en train de prendre sa douche et il faut que je gère la température avec le encore plus grand qui est en train de pas savoir où est son pyjama. Il m'appelle et j'ai mon kit main libre, il me dit il me faut un nom pour le truc. Je dis bah VOD, Verino, enfin tu fais un truc c'est de la VOD quoi, c'est de la... Et puis là, j'ai Verino on Demand qui sort et du coup, il a pris le truc, j'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Et c'est derrière, tout le monde m'a dit c'est vraiment une très bonne idée Verino on Demand. J'ai pas fait exprès. Vraiment, je crois que j'avais même oublié que j'avais donné cette idée quoi. Tu parlais des producteurs autour de toi etc. Il y a quand même Jean-Marc Dumontet qui est ton producteur.
aucun problème avec lui, c'est liberté totale, non, c'est... Pas du tout. Ouais, non, vraiment, liberté totale. C'est un producteur qui a l'intelligence de comprendre. Et je pense que c'est sa réussite de producteur d'ailleurs, que en gros le gars il est meilleur sur scène quand il a des points de vue, des idées et qu'il peut les défendre au maximum. Quand il fait ce qu'il a envie en tout cas. Bah ouais, je crois que t'es jamais meilleur dans une idée que quand t'as envie de la défendre, quand c'est la tienne. Ouais. T'es médiocre quand quelqu'un t'a dit tu sais c'est peut-être pas tout à fait ça. Ah bon tu crois? Et puis au final tu finis par faire ce que 15 000 personnes ont pensé qu'ils feraient. Et ces gens-là ils ont pas fait leur idée hein. Ils t'ont juste proposé l'idée et à toi de la réaliser. Donc forcément t'es médiocre. Moi je pense que t'es bon que quand tu défends ton projet quoi. Alors vous parliez avec Bastien Cochet tout à l'heure un peu de Adopi etc. Des cotons-tiges également. Verino and Demon est-ce que c'est aussi une façon de contourner la gratuité sur YouTube? Non, c'est une volonté de... C'est une volonté de rentabiliser le projet. En vérité, il y a que ça. C'est que je ne pouvais pas. J'aurais pu filmer mon spectacle et le diffuser pour moins cher, mais j'avais envie j'avais envie d'innover quoi. Et l'innovation, elle a un coût. C'est-à-dire, en vrai, j'aurais pu pour 3 fois rien filmer mon spectacle avec 4 caméras dans une grande salle, le mettre dans une grande salle, donc faire de la billetterie, le filer à une chaîne télé qui le met sur son truc, puis sur internet, puis tout ça. Et vraiment financièrement, on était à l'équilibre facilement. Ça, je rêve d'autre chose. C'est pour répondre aux besoins du capitalisme. Bah voilà, j'ai pas envie de jouer ce jeu-là. J'ai envie de pouvoir. En fait, j'ai envie de pouvoir un jour, si j'ai envie de critiquer le capitalisme, pouvoir avoir la liberté de le faire. Donc il faut que j'ai le soutien des gens. Donc effectivement, faut éduquer le public à ce que je fais de cette manière-là soit payant, parce que c'est pas parce que je vais gagner de l'argent avec, c'est parce que ça a un coût. C'est la seule solution. Donc soit c'est d'autres personnes qui prennent ce coût en charge et puis du coup c'est gratuit pour vous, mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Soit on trouve d'autres solutions collectives. J'ai l'espoir que ce sera compris. Je sais pas, peut-être, on verra. Comment tu procèdes exactement sur scène? C'est-à-dire que tu as une télécommande, le moment où tu es face au public, comment ça se passe concrètement? Tu as une télécommande pour activer les films que tu envoies, ça se passe comment? C'est ça, j'ai une télécommande sur laquelle je balance en fonction, donc il faut que je sache à quel moment j'ai envie de raconter le truc, et la vidéo part dans mon texte quoi. J'avais pas envie que ce soit un régisseur qui soit responsable de ça, parce que c'est hyper compliqué. Je sais que quand je suis responsable de quelque chose qui ne me concerne pas, je le foire. Si moi tu me dis t'oublies pas hein, 15h faut arroser les plantes, tes plantes elles sont mortes mon pote. Je suis incapable de respecter les et c'est pas méchant, c'est juste j'y arrive pas, j'ai pas le truc, et donc je veux pas responsabiliser un régisseur en lui disant t'oublies pas hein, quand je dis camion t'appuies. Et donc moi mon spectacle c'est que ça, il y a pas de top. Au début t'allumes la lumière, à la fin t'éteins. Est-ce que c'est pas trop compliqué de jongler entre C'est un apprentissage, tout est compliqué hein. Dans la vie, déjà monter sur scène, faire ce que tu fais, écrire des chroniques, en vrai c'est un enfer tout ce que vous faites, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. C'est-à-dire que tu transpires un peu, mais quand tu sors t'es fier de toi quoi. Tant que c'est une passion. Bah ouais, c'est ce que je me dis. En fait, la réussite elle est pas dans la rentabilité. La réussite elle est dans la rentabilité, pas forcément financière, mais elle est pas dans le fait de sortir de ta chronique en faisant je l'ai fait, en faisant combien j'ai eu d'auditeurs, tout ça. Au contraire, la réussite elle est dans l'action, dans le fait d'avoir écrit ton truc, d'être monté devant le gars et de l'avoir dit. Moi je trouve qu'on devrait remettre l'objet de l'importance où il doit être, et il est dans la création. Et la réussite de la création, c'est un autre plan dont on n'est pas responsable. Et c'est un très très beau message. Merci Verino. Alléluia. Fréquence ESJ. Quand certains révisent l'histoire pour le bac, et bien d'autres la vivent réellement. C'est votre cas, Verino, puisque ce soir, Ferdinand, ce soir, tu vas voyager dans le temps avec notre historien en chef Hugo Franceschi. Je te préviens, il est complètement fou, vraiment. Hein, tu vas voir. Ce soir, Hugo, vous nous parlez, parce que je vous vois par contre. Je suis un historien. Vous nous parlez. Effectivement, je suis un gars important. Je suis un mec un peu stylé. T'aurais pu prendre un monocle ou un truc comme ça. C'est pour ça que les gens te tutoient. T'as pas de monocle. En tout cas, Hugo, vous nous parlez d'un homme ce soir qui a terrifié l'Empire romain. Eh oui, bonsoir les écouteurs, bonsour ma beauté médiatique à poil roux, voilà, bonsoir Vernigo. Alors oui, ce soir je vais vous parler d'un terrible barbare sanguinaire et non, hein, je ne parle pas de Conan ni même de Christophe Castaner. Non, ce soir je vous présente le Kim Jong-un de l'Antiquité. Je parle évidemment d'Attila le barbare, un homme qui a réussi à s'attirer la haine de tous les peuples d'Europe, un peu comme les évadés fiscaux, et qui a bien fini par se faire marave lors d'un octogone géant. Attila mon ancêtre, AK-47 fait toujours la tête.
C'est pas grave, c'était pas lui, ma belle Léa, mais c'est tant pis, hein, on s'en fiche. Il y a Benaïm qui réalise l'émission. Donc nous sommes donc à la fin du 5e siècle, à l'époque du glorieux Empire romain et de la naissance de Michel Drucker. Un empire qui contrôle donc un immense territoire, quasi aussi grand que les magouilles de Balkany. Le souci, c'est qu'après des siècles de domination et de cassage de bouche de barbares, les Romains sont devenus un petit peu mous du slip. Et ça, il y a bien un peuple à qui ça n'a pas échappé, ce sont les Huns. Alors, je vous arrête tout de suite, Vervigno. Non, les mecs n'étaient pas Huns, évidemment, parce que sinon, c'est pas très impressionnant. Non. Voilà, tu vois, c'est ça, ils sont Huns, faites attention, tu vois. Enfin, non, c'est ridicule. Non, en réalité, les Huns, c'est un peuple qui vient d'Asie et qui s'apparente aux Mongols. Alors, je vous arrête encore une fois. Les non, j'ai rien dit là. Oui, non, mais attends. Non, mais j'ai très bien vu à ton petit regard. Non, les Huns ne sont ni trisomiques ni stupides. C'est juste qu'ils viennent de Mongolie et ils vont déferler sur l'Empire romain pour piller et saccager tous les villages sur leur route. Sur leur route, ouais, voilà. Et les Huns vont même coloniser quelques territoires de l'Empire. Et oui, je vous le disais, les Romains ont grave les pétoches. C'est un peu ça. Mais oui, parce qu'ils ont grave les pétoches, les Romains des Huns. En même temps, c'est un peu des champions de l'empalement. C'est-à-dire que leurs prisonniers, ils recevaient pas du tout le même traitement que Cahuzac. Non, à l'époque, les Huns leur enfonçaient des bâtons de 3 mètres de long dans la nuque et le faisaient ressortir ensuite par la bouche. Puis ils laissaient le corps au milieu de grandes plaines pour bien foutre les chocottes aux Romains. Donc, pour arrêter les pillages, ces derniers vont offrir aux Huns des coffres d'or et d'argent ainsi qu'un vaste territoire. Ce sera la terre des Huns qu'on appellera Hungalie, qui deviendra ensuite Hungarie et la Hongrie qu'on connaît encore aujourd'hui. Combattre Attila? Non, c'est des dingos! Bon, décidément, on oublie les sons. Et tous ces cadeaux faits aux Huns vont au final accélérer la destruction des Romains. Bah oui, mais les Huns, c'est des mecs qui viennent de loin. Ils se baladent à dos de poney, donc forcément ils se contentent de juste piller quelques villages avant de rentrer chez eux. Sauf qu'avec un territoire situé au milieu de l'Empire romain et v'là la thune pour équiper leurs soldats, les Huns en profitent et surtout voilà, bref. Ouais. Allez. Donc et celui-là, c'est le prince Attila. Le gars est pas bête, il va profiter de son nouveau territoire pour lancer encore plus d'expéditions et encore plus loin dans l'Empire. Et avec son flouze, il va s'en servir pour moderniser son armée et s'acheter des armes de siège pour s'attaquer maintenant non plus à des petits villages mais à des villes fortifiées carrément qui rapportent beaucoup plus de richesses. Au total, il va en ravager presque 60, dont Constantinople. Merci Hugo Franceschi pour ce rappel historique donc sur Attila et les Huns. C'est passionnant, bravo, merci. Merci Hugo. Fréquence ESJ. Verino, ce soir on reçoit un humoriste qui a beaucoup insisté pour venir quand il a appris que t'étais parmi nous ce soir. Si je te dis Diego le Déglingo, est-ce que tu connais? Diego le Déglingo quoi. Voilà, forcément, tu le connais forcément. Bonsoir Diego. Salut mon Lulu, salut Verino. Salut Diego. Franchement c'est cool, ils ont accepté que je vienne après 75 mails, c'est un petit peu surprenant quand même. Quand on sait à quel point on se connaît, on a tout fait ensemble, les 400 coups on les a fait 26 fois. Alors écoute, ce qui fait donc combien de coups au total? J'ai jamais été fort en maths, tu devrais le savoir. On n'a jamais été fort en maths tous les deux, tu le sais très bien. On se connaît depuis toujours, on a bossé ensemble. Je t'écrivais tes vannes au début, c'est toi qui étais un petit peu timide sur scène, c'est très bien, on s'en rappelle tous. Je t'aidais et puis bon après forcément l'avenir fait qu'on se sépare un petit peu, t'as pris ta route et moi la mienne et du coup j'ai essayé de partir en solo mais ça je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Alors concrètement vous avez fait quoi avec Verino? Alors déjà tu vas te calmer. D'accord. Il y a peut-être sa femme qui nous écoute donc voilà tranquille, on va y aller. Écoute, avant j'étais avec toi, je t'écrivais tes premières vannes, je t'aidais et puis au final tu m'as viré. Comme une merde, comme à mon habitude. C'est ça, pour prendre un autre auteur. C'est un scandale, je trouve ça scandaleux. Mais quand même, t'as un grand cœur, Verino. T'as vraiment un grand cœur parce que tu m'as gardé pour faire des cafés. Ça, tu sais, moi, un stagiaire restera stagiaire. Toujours. Après, on a le respect, les gars. Je faisais les meilleurs cappuccinos de l'Ouest parisien, donc bon, à partir de là, j'étais plutôt rassuré. Mais bon, mon petit Verino, faut que je t'avoue un truc. T'es mon inspiration. Je suis fan de toi. J'ai toujours été fan de toi. J'ai essayé de tout faire comme toi dans ma carrière solo pour essayer de réussir. Bon ça a un peu moins bien marché. Oui, apparemment, oui. Oui, en fait j'ai voulu tenter Ruquier. On ne demande qu'à en rire. T'as cartonné, t'as tellement cartonné que la rumeur disait qu'on allait te filer le double des clés du studio si tu restes un peu plus. On ne demande qu'à en rire. J'ai tenté. Un certain jury m'a boycotté. Un Ben Guigui, je sais pas qui c'est. Non, il a servi à rien de toute façon. Et je te le dis, Verino, j'ai tout tenté comme toi. J'ai même tenté le festival de Montreux. Ouais. C'est pour te dire. J'ai envoyé mes démos, j'ai tout fait et ça a pas marché. On m'a dit qu'il préférait un chaton asthmatique sur scène plutôt que moi, je sais pas trop comment le prendre mais bon, on va bien le vivre. Je me suis tellement inspiré de ta carrière que même Copy Comics m'a envoyé un mail. C'est pour te dire. Ils m'ont envoyé un mail. Je me suis dit c'est un peu la classe mais ils m'ont dit fais gaffe, t'es en train d'abuser. Donc bon, j'ai arrêté du coup. J'ai fait aussi comme toi la tournée des presque villes. C'est pas les villes connues mais celles juste à côté. Tu connais Quimper? Je connais Quimper. Si je te dis Poulrosic.
Ah, j'ai pas celui-là. Poulrezik, c'est très simple. Poulrezik, moi j'ai joué à Poulrezik. Moi je l'ai fait. C'est vrai? Je l'ai fait. En vrai de vrai? En vrai de vrai. La grand place de Poulrezik pendant la fête intercommunale de la galette. Je peux te dire, c'est la tuerie. Poulrezik, en fait, si tu vois pas, c'est simple, c'est entre Plovan et le lieu d'Iménez. Hein. C'est simple, tu prends la roquette, tu tournes à gauche, il y a un radar, tu peux pas le rater. Okay. J'ai aussi fait le festival du boudin de Mortagne-le-Perche. C'est vrai ou pas ces infos? Parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. Parce que si vraiment t'as fait ça, ça veut dire que t'as joué dans des conditions où tu sors en croyant que t'es pas humoriste, alors qu'en vrai c'est vraiment mais la pas fête ta du faute. boudin, j'étais fier. Ah J'étais fier parce que j'ai fait la première partie d'Étienne Joséphin, tu connais? Non, lui, il m'a dit qu'il te connaissait, vous avez fait une soirée One to Two ensemble. Bon, il a refusé de m'en raconter plus. Il y a un événement, je sais que tu seras jaloux par contre. Celui-là, je le vois dans tes yeux, tu vas être jaloux. C'est tout simple, le 34e festival des comiques libres de Mirandol-Bournouniac. C'est pas vrai! Et je te jure! C'était exceptionnel, carton plein, il y avait des gens, ils se mettaient tout nus pour moi. Il y avait 15 personnes. En gros, j'ai voulu faire comme toi, dis donc internet, j'ai mis la caméra. Bon, déjà c'était compliqué d'expliquer comment ça marchait internet. Ils comprenaient pas tout. J'ai mis une caméra, j'avais pas le même budget, du coup caméscope. Enfin bref. Ouais. Et j'ai fait un truc. Je me suis retourné pour saluer, il y avait plus personne. Même ma sœur est partie avec le facteur. C'est compliqué. Je le vis bien, mais bon, si tu peux m'aider derrière, je suis preneur, je suis un peu en galère là. Bah moi, il faut toujours quelqu'un pour faire des cafés, tu seras toujours bien. Merci Diego le déglingo alias Bravo Dimitri Diego Hainaut qui y a pas de interprétait problème. donc le personnage. Merci Dimitri. Mais alors, attends, Fréquence ESJ. Dis-moi Verino. quelles sont les vraies infos là-dedans? Alors, parce que je me demande si... Je vais prendre l'antenne 30 secondes en otage. Vas-y. Toutes les villes citées sont vraies. Ok. La moitié des événements cités sont vrais. Donc la fête du boudin de Mortagne-le-Perche existe vraiment. Je l'ai Mais vraiment t'as pas fait. joué là-bas? Si, Non, t'as... je l'ai fait vraiment, mais pour de la famille. Pour faire, et tu faisais le boudin quoi. Faut pas y aller. Ok. Ouais, super. Je suis content d'être là. Poulrezik existe vraiment. J'y étais aussi. Mirandol-Bournouniac existe vraiment. Et t'as joué à Poulrezik? Alcoolisé. Et autre info, je Alcool avec modération, on voilà, rappelle. 10 secondes c'est peut-être un grand moment de gêne qui va arriver. On a vraiment bossé ensemble. Merde. Ah oui, Ouais. c'est vrai. On a vraiment bossé ensemble. Oui. On a bossé ensemble sur quoi? Il y a 2 ans avec Arthur. Ah, sur à WFM. Ah oui, FM. Oh, d'accord, ok. Ouais, oh, j'ai le petit stagiaire qui était en train de faire le pas fait beaucoup. Ouais. Voilà, non, je bouffais et je faisais ça à côté. Et ben, re-enchanté. Je m'attendais à ce moment de gêne, mais je vis bien. Non, mais alors là, pour le coup, je crois que je me souviens pas de grand monde parce qu'il était très tôt chez. Oui, je confirme, j'y étais aussi, ça faisait mal. Mais je m'excuse. On en parlera en antenne. C'est terrible de croiser des gens que t'as déjà croisé. Et c'est l'histoire. Non, mais je m'y attendais, je le vis, franchement, je le vis super bien. Mais tu sais quoi, ta position, je la connais par cœur parce que moi aussi, je bosse avec des gens à qui je dis, mais je te jure, j'ai fait ta première partie. Donc vraiment, j'ai une empathie totale pour ce que je viens de te faire. C'est pas grave, je vis bien, je vais retourner dormir. De toute façon, on n'a pas le choix. Je vais marcher sur l'autoroute, je reviens. Merci Dimitri Hainaut. Fréquence ESJ. 20h44 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On écoute les questions que les passants ont à te poser dans quelques instants. Donc ceux qui me connaissent, du coup. Voilà, ceux qui te connaissent aussi. Avant ça, une collaboration entre Mark Ronson et Miley Cyrus. Miley Cyrus qui devrait bientôt accompagner Ariana Grande et Lana Del Rey sur un morceau. En attendant, voici Nothing Breaks Like a Heart de Mark Ronson et Miley Cyrus sur Fréquence ESJ. Fréquence ESJ. 20h48 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours en direct jusqu'à 21h avec Verino, humoriste, acteur, producteur, chanteur. Chauffeur poids lourd. C'était ça. Verino, on a donc des passants qui te connaissent. Tu vois qu'il y en a. Il y en a, ça existe. Maman qui écoute l'émission, je t'avais dit. Ils ont 3 questions à te poser. On écoute la première question, tu réagis juste après. Ok. Est-ce que parfois il a pas peur de faire une blague et que personne rigole et que. J'ai peur de rien. Non, mais voilà, c'est la. Non, je pense que vraiment. Je pense que pour faire correctement ce métier, faut arrêter d'imaginer qu'on est là pour faire rire. C'est bizarre, hein, faut avoir la conscience à l'écriture, mais quand tu montes sur scène et que tu parles, t'es là pour parler, t'es pas là pour faire rire. Si tu te concentres pour arriver sur un rire, c'est pas toi qui décide si les gens rigolent ou pas. Donc si t'arrives et que tu te dis il faut qu'il rit, s'il rit pas, t'es frustré, ça veut dire que t'as raté ta vanne. Non. En fait, moi je monte sur scène pour raconter des choses. J'ai travaillé avant à l'écriture pour que ce soit marrant, mais si c'est pas marrant, bah j'ai quand même comment dire, l'espèce de non-confiance en moi de pouvoir me dire que je suis pas un génie. Ouais. Donc si je ris pas, c'est peut-être que je suis passé, si les gens rient pas, c'est peut-être que je suis passé à côté, mais en attendant, il y a toujours quelque chose à raconter. Il faut se contenter d'avoir un texte, de vouloir raconter quelque chose, et tant pis si le rire vient pas, on changera demain. Deuxième question. Bah, est-ce qu'il peut. Je sais qu'il parle beaucoup de sa vie perso et tout, et voilà, savoir s'il y a un élément qui est dans sa vie, qui raconte, qui est vrai. Ah bah ouais, tout. Ouais, tout est vrai dans le spectacle. Ah bah ouais, tout part de quelque chose de vrai. Derrière, il faut l'illustrer et puis les le rendre romancer un plus peu fort. peut-être. Mais parce que tu peux pas te contenter de. Moi, si je raconte les choses telles qu'elles se sont passées,
J'ai un épisode où je me suis battu avec un gars, mais enfin, il m'a juste mis le doigt dans l'œil. En vrai, si je romance pas tout ça, bah, il y a un mec qui est sorti de sa voiture, il est venu, il m'a mis le doigt dans l'œil, il est parti. Bah, tu vois, il manque quelque chose. Donc il faut raconter autour l'angoisse, il faut raconter tout ça. Donc et il faut réussir à imaginer ce qui s'est passé dans la tête du gars pour que ça ait un impact. Donc évidemment tout part j'ai pas assez d'imagination pour inventer une vie qui est pas la mienne. Donc vraiment je me contente de la regarder et puis d'en rire. Troisième question. Peut-être qu'est-ce qu'il compte faire après? Parce que c'est vrai que pour l'instant il fait beaucoup de choses, enfin il fait souvent la même chose. Donc qu'est-ce qu'il compte évoluer et comment il compte évoluer? C'est tellement mignon. C'est une volonté de dire c'est parce que alors déjà je considère pas que je fais tout le temps la même chose parce que j'ai vraiment beaucoup d'activités différentes. Mais peut-être que de ce qu'il voit lui, ça je pense que c'est un gars qui me voit sur YouTube et qui voit tout le temps chaque semaine un face caméra avec des gens derrière. Ça c'est une des choses que je fais. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme suite à ta carrière? Alors moi j'envisage pas des suites, j'envisage du rajout. C'est-à-dire que dès que quelque chose que je fais me plaît et je considère que j'ai compris comment ça marchait, je l'arrête pas. Je rajoute autre chose. Donc par exemple quand j'ai fait du stand-up et que j'ai commencé à maîtriser mon spectacle, j'ai écrit un nouveau spectacle. Après une fois que j'ai écrit le deuxième, je me suis en fait j'ai envie d'écrire plus vite. Ok, je suis monté sur scène et j'ai commencé à créer YouTube. Enfin le mec qui a monté YouTube. j'ai acheté Google. J'ai créé ma vidéo, mon format de vidéo. Une fois que j'ai eu ça me prenait du temps au début. J'écrivais du mardi au samedi, je tournais le samedi, le dimanche, le lundi j'étais en montage, le mardi je repartais pour l'écriture. Et j'ai progressé. Aujourd'hui, ma vidéo, je la tourne demain exceptionnellement, mais j'ai toujours pas commencé à regarder les sujets. J'écrirai demain dans l'après-midi, ça va très vite. Je mets 3-4 heures pour écrire, 1h30 pour l'apprendre. Donc, ce temps que j'ai réussi à compresser, je l'utilise pour faire autre chose. Donc maintenant, je suis devenu producteur, je produis Tania Dutel. Une fois que je suis devenu producteur et que j'ai monté mon plateau L'Inglorious Comedy Club, et puis à côté de ça, je monte ma plateforme, et puis je réécris les spectacles avec ce nouveau format. Je pense que après je vais continuer à faire, c'est-à-dire je vais continuer à essayer d'imaginer des trucs qui me foutent dans des situations dans lesquelles j'ai peur. En vérité, au début, c'est terrifiant de monter sur scène et de sauter dans le vide, mais c'est là que t'as les meilleures sensations du monde. Là, je fais ça 5 fois par semaine. Je me suis un peu habitué aux frissons. Et il faut que je m'en crée des nouveaux. Donc je rajoute tout le temps un truc qui me fait flipper. Bon, je précise que c'était quand même les questions des passants recueillies par Lison Dello. Merci Lison Dello et merci Verino. Avec plaisir. Fréquence ESJ. Verino, t'es aussi là pour nous parler de ta vie. C'est le principe de cette émission en fait. Donc voilà. Vous connaissez tout? Désolé, mais on va pas tout faire parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire. Il faudrait vraiment 2 émissions pour tout faire en fait. Prenons-les. Il y a quelqu'un après ou pas? Non. Tu as écrit ton premier spectacle en 2009. Alors c'est pas tout à fait ça. En vrai, première fois que je monte sur scène, c'est 2005. D'accord. Et j'écris mon premier spectacle que les gens connaissent pas du tout en 2006. En 2006, 2007, 2008, je monte sur scène machin, mais la première vraie exposition que j'ai, c'est en 2009 au théâtre de 10h, où là je suis produit par Juste pour Rire. Et ce spectacle, il est joué plus de 200 fois. Ouais. Ça te fait quoi à ce moment-là quand tu te dis il est joué plus de 200 fois mon spectacle? En fait, moi je le vis pas comme une réussite, je le vis comme un apprentissage. Je pense d'ailleurs que je vis rien comme une réussite dans ma vie, mais tout comme des apprentissages. Et là, jouer 200 fois, en vérité, ce que je tire de ça, c'est pas l'ego du 200 fois ou pas. C'est en fait apprendre à jouer 5 fois par semaine le même texte. Et ça, les gars, c'est un truc dont tu doutes pas. Quand tu démarres ce métier-là, tu te dis juste je vais écrire des blagues, les gens vont applaudir, et puis à la fin je serai une star. T'as pas du tout prévu de t'ennuyer sur scène. C'est un truc, apprendre à ne pas s'ennuyer sur scène, ça a été un des moments clés de ma vie. Et parce que final, c'est ton quotidien, quoi, vraiment. Mais tu joues le lundi, tu joues le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le samedi, t'es rincé, t'as 2 jours pour te reposer, tu repars le mardi. Si tu trouves pas l'amusement là-dedans, c'est pour ça que j'ai rajouté des trucs au fur et à mesure. C'est qu'en fait, ça devenait un taf de monter sur scène. Je me dis, c'est pas possible que ça devienne un taf. Il me faut autre chose. Il me faut une difficulté supplémentaire pour que ma difficulté fasse que quand je monte sur scène, c'est des vacances et que j'ai l'œil qui pétille quand je monte sur le plateau. C'est pour ça que je rajoute des trucs sans arrêt. C'est que j'ai appris ça de ces 200 dates-là, que très vite, tu peux mettre des vieux chaussons et devenir un pantouflard du stand-up, et c'est tout sauf créatif. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui a vraiment lancé ta carrière en tant qu'humoriste?
Je pense que le fait de monter beaucoup sur scène, oui. Je sais même pas combien de fois j'ai joué. On parle de 200 fois pour le premier spectacle. Là, le deuxième, je fête ma 900e le 28 juin, tu vois. Voilà. Et c'est la dernière parce que j'ai envie d'écrire de nouveaux trucs. Du coup, je vais écrire cet été pour revenir avec du neuf en septembre. Et en vrai, je ne supporte pas de pas jouer. Et je supporte pas. Et mon entourage ne supporte pas. Dès que je m'arrête de jouer plus de 3 semaines, tout le monde pète un plomb parce que je joue 250 dates par an. Donc c'est vraiment. Et encore, quand je dis 250 dates, c'est mes dates à moi. Le reste du temps, c'est des trucs. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Je joue tout le temps. C'est un exercice physique aussi. Ouais, c'est un vrai entraînement. Mais par contre, une fois que tu l'as, ça devient normal et même t'as pas ta dose, quoi. Parce que il me semble que dans tes études, t'as d'abord fait un DEUG, DEUG en sport. Ouais. Et tu voulais travailler dans le sport. Je voulais être humoriste, donc je trouvais que c'était un bon plan d'être prof de sport parce que tu bossais pas beaucoup pour un salaire, t'étais payé par l'État, ça collait au truc. Mais oui, effectivement, j'ai un passé de sportif. Je dis vraiment passé parce que là, vraiment, faudrait voir mon présent et pas du tout. À part la scène, je fais plus vraiment grand chose. Et 3 enfants. En vrai, j'ai plus le temps de faire du sport. Mais effectivement, ouais, je traite la scène comme du sport. Faut être besogneux comme. Tu vois, j'avais un bon niveau. J'étais dans les 20 français en 100 longueur quand j'étais cadet. Et c'est pas par hasard. J'étais un besogneux, quoi. Je me levais le matin, j'allais courir et puis je travaillais. Je suis un bosseur, quoi. Bah, dans le stand-up, c'est pareil. Il faut une hygiène de vie. Il faut. J'ai envie de te dire oui, mais si tu regardes la mienne, vraiment, faut faire de son mieux. Oui. C'est ça, la vie, ça. Vraiment, tu fais de ton mieux. Et si t'as pas l'hygiène de vie, en fait, faut pas se trouver d'excuses. Ça sert à rien de dire ouais, j'ai pas l'hygiène. Bah, mon pote, si t'as pas l'hygiène, tu te démerdes pour faire ça, quoi. Tu fais un passage remarqué, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, par l'émission Ne demande qu'à en rire sur France 2, donc présentée par Laurent Ruquier. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience, pardon, à la télé? Double expérience. La première, c'est que c'est pas un bon souvenir pour moi artistiquement. J'ai été obligé de me conformer réellement au petit écran. Je travaillais pour des gens qui faisaient fonctionner une émission, donc dans laquelle le stand-up était pas le bienvenu. Et donc il fallait que je trouve des solutions pour essayer de m'en sortir, d'imposer mon travail tout en étant. Enfin, c'était vraiment compliqué, c'était une difficulté. Chaque semaine, je faisais un stand-up. Chaque semaine, ils sortaient de là en me disant mais mec, vraiment mets des perruques, c'est bien. Et c'est vrai, je regardais l'émission. Le stand-up était beaucoup moins digeste que les perruques. C'était 1000 fois mieux. Je kiffais voir Artus. Et quand je me voyais moi, bah je trouvais Artus 1000 fois meilleur parce que ce qu'il défendait. C'était ça se voyait, c'était et c'est là qu'est née d'ailleurs l'idée de la fiction dans mes sketchs. C'est cette observation de me dire pourquoi le stand-up n'est pas télévisuel. Et bah c'est parce qu'il est pas filmé correctement. C'est Laurent Ruquier qui t'a imposé ça ou c'est les producteurs? De faire du stand-up? Non, vraiment te conformer à la télé finalement. Ben non, c'est même c'est pas eux qui l'imposent, c'est que en fait ils voient bien que c'est ça qui marche le mieux et donc ils aimeraient bien que leur émission marche. Donc tu vois, ils sont très gentils avec toi, mais il y a un moment ils te disent oui c'est bien, t'as ton identité. Allez maintenant, fais des trucs qui fonctionnent. D'autant qu'en personnage, comme j'ai un passé de comédien un peu, je jouais bien et j'arrivais à écrire des personnages. Donc pour eux c'était très frustrant. Quand j'en faisais, ça marchait, ça cartonnait, l'audimat était là. Et par contre je voulais faire du stand-up. Ils me disaient mais pourquoi tu fais le truc dans lequel on t'aime pas et dans lequel les gens t'aiment moins? Pourquoi tu fais pas le truc qui marche? Bah parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc j'avais envie de progresser et je me suis battu pour imposer mon stand-up dans cette émission. Et je crois qu'au final j'ai eu raison parce que tout le monde ne m'a pas apprécié en cette émission, mais le peu des gens qui m'ont apprécié m'ont suivi en fait. Vraiment apprécié. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est plus important d'avoir 10 personnes qui te kiffent plutôt que 100 personnes qui t'aiment moyen. Bien s'entourer, quoi, tout simplement. Plus globalement, tu as écrit donc 5. Ah pardon, attends, je reviens sur la deuxième chose que j'ai apprise parce que j'ai dit j'ai appris ça. C'est vrai qu'il y a qu'une seule chose au final, oui. Mais effectivement, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'en réalité, il faut réussir à justement ne pas être dépendant de ces canaux de diffusion qui diffusent à une certaine catégorie de population. En télé, on te dit entre 17 et 19 heures, le genre de personnes qui regardent, c'est ce genre de personnes-là. Donc il faut que tu fasses pour ce genre de personnes-là. Et ben en fait moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire sur internet je défends mon projet et qui veut regarde. Donc ça c'est vraiment l'indépendance, je l'ai apprise à la suite de la télé. Très bien, merci Verino. Je t'en prie, avec plaisir. Et la troisième chose que je Fréquence ESJ. Storytelling c'est malheureusement terminé. J'aurais vraiment salut. J'aurais vraiment aimé pouvoir parler un peu plus avec toi Verino parce que c'était hyper intéressant. Il y a trop de choses à dire, encore une fois faudrait 2 émissions vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Plaisir, merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés tout au long de l'émission. Et bravo aux chroniqueurs, et bravo à toi, bravo à tout le monde de monter cette émission. Et bravo à Léa Benaïm qui a réalisé l'émission aussi. Et qui s'est trompé sur tout. Qui s'est trompé sur. Bon, c'est pas grave. Merci, elle est nulle, mais on la félicite quand même. Bravo d'être nulle.
Il faut être gentil avec son équipe. Merci Léa. Verino, t'es en tournée en ce moment encore avec le spectacle donc Verino qui cartonne maintenant depuis 2 ans. Tu seras demain soir au Grand Point Virgule à Paris et le vendredi 28 à Andrézy. C'est ça, tout est complet. Ça y est, tout est complet. Ouais. Voilà, donc c'est même plus la peine d'essayer d'acheter des places. C'est cool ou pas? C'est vraiment génial dans une vie de dire ça. C'est des salles de 3 places, hein, c'est pour ça aussi. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour être complet. Votre prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est mardi prochain. Toute l'équipe de 20h l'invité reçoit le président des Patriotes, Florian Philippot, pour 1 heure d'actualité politique. Bon courage à tous. Ce sera en direct de 20h à 20h. Je suis tellement content de pas être là. Il faut recevoir tout le monde, c'est important. Ah non, pas Philippot, vraiment. Ah bah d'accord. Bon, mercredi soir, ce sera la dernière de la saison de Storytelling. Bah, tu m'étonnes. Non, là c'est notre émission. C'est une autre émission. Ah, c'est une autre voilà, émission, pour Storytelling, celle qu'on fait maintenant, ce sera la dernière la semaine prochaine. Donc prenez bien rendez-vous. Parlez bien à Philippot, c'est ce qu'il a fait sur YouTube, c'était passionnant. Bah, on lui parlera surtout du fait qu'il est arrivé derrière les animalistes. Voilà, je pense que ce sera un des sujets, évidemment les européennes. Mercredi prochain, donc le 26 juin, il y aura beaucoup de surprises dans l'émission parce que c'est la dernière de Storytelling encore une fois. Merci encore une fois Verino d'avoir accepté notre invitation. Merci à Florian Philippot, vraiment. Qu'on ait pu donner son nom dans cette émission, ça m'a fait plaisir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation encore une fois et bon courage pour tes derniers spectacles donc cette année. Bah merci beaucoup. D'autres spectacles peut-être à venir. Ouais, je redémarre en septembre au Grand Point, mais en mode travail. C'est-à-dire, je sais pas encore ce que je vais écrire cet été, et puis on va tester ensemble pour réussir à fabriquer les nouveaux épisodes de Verino on Demande. D'accord. D'autres épisodes prévus. J'aimerais bien le plus possible. Merci beaucoup Verino. Passez une très bonne soirée en musique sur Fréquence ESJ. À très vite. Fréquence ESJ.